présenté comme finalement c'est la vie de Simone Caillou. Simone était une des animatrices avec son mari. Elle était une des grandes animatrices de ce qu'on a appelé la bande à Salis. La bande à Salis, une véritable bande de copains, comme on en trouve à l'école, et qui se retrouvent pendant les récrés ou après la journée. Enfin, un personnage avec une double culture. Léon était autant allemand que français, et c'était quelqu'un qui, à lui tout seul, symbolisait une espèce de fusion et une espèce d'entente qui était plus que cordiale, une entente qui était basée sur la connaissance. Voici une patrouille de Zlin, dont l'un d'entre eux, piloté par le Berrichon et par le filleul de Léon, qui... Donc Léon avait plutôt tendance à rigoler quand on lui parlait de grand pilote. Il avait lui-même vécu une douzaine d'atterrissages en grande difficulté. Encore aujourd'hui, ils inventèrent une hélice qui s'appelait l'hélice éclair et qui était tellement bien faite et dont les performances étaient tellement reproductibles que cette hélice devint un véritable standard dans l'industrie, si on peut appeler ça l'industrie aéronautique d'alors, Première Guerre mondiale. Et bien, un siècle plus tard, puisque Dassault fête cette année ses 100 ans, l'hélice éclair n'est plus là, mais Dassault est toujours là. Et le Rafale n'est qu'une des expressions du génie de cette entreprise, avec la famille des Falcon. Oui, et ce Rafale vient
partie eh bien, n'est qu'une finalité d'un entraînement et d'une rigueur. C'est pour vous, c'est maintenant, regardez. Tout au long de l'après-midi, une espèce de résumé en vraie grandeur, c'est pas du virtuel, un résumé en vraie grandeur de cette histoire de la maîtrise du ciel. Ambassadeurs de l'armée d'air qui ont été présents ce week-end, et bien vous pouvez aussi d'ores et déjà, si vous le souhaitez, derrière la tente véhicule, vous avez la boutique officielle de la Patrouille de France qui sera heureux de vous accueillir. Voilà, il y a des animations pour les petits et puis pour les plus grands, vous pouvez partir avec des souvenirs. Voilà, votre portée, d'abord, il y a un peu plus d'un siècle, en région parisienne d'ailleurs. Vous voyez aujourd'hui, au bord du périph', il y a ce truc qui s'appelle l'héliport de Paris. Il y a pas mal d'hélicoptères basés et là à l'époque c'était l'un des premiers aérodromes dans l'histoire du monde, celui d'Issy-les-Moulineaux. Et à Issy-les-Moulineaux il y avait donc des avions, on pouvait voir voler des avions comme en particulier celui-ci. C'est un Verdier 11 et c'était Louis Aéro, établi quelques années auparavant par un Brésilien fou, un fils de famille qui était venu à Paris, c'est-à-dire à Paris. Paris était à l'époque la capitale du génie mondial. Tous les bons cerveaux quasiment à l'époque en matière de physique, en matière d'économie, en matière de médecine, tout le monde était à Paris. Et donc à Paris, le soir, dans les boiseries et sur les cuirs, pour boire des canons excellents et parler d'avenir et rêver éveillé. Parmi les membres de l'Aéroclub de France, il y avait donc Louis Blériot, auteur de l'avion qui s'en va. Parmi les filles qui ont fait quelque chose d'extraordinaire en aviation, il y avait Adrienne Bolland, qui devait peser 42 kilos toute mouillée et qui, aux commandes d'un avion comme celui-là, est le premier aviateur dans l'histoire du monde à avoir franchi la cordillère des Andes. La cordillère des Andes. Les Alpes à côté, c'est une bande-annonce. La cordillère des Andes, c'est Coach de Martin Martinez qui vient de vous présenter le Rafale. C'était bien, c'était bon, très bien. Donc au décollage, maintenant, une évocation, c'est un truc que les Anglais ont toujours utilisé comme un signe de nationalité, la cocarde, c'est-à-dire des cercles concentriques de couleurs rappelant les drapeaux nationaux. Les Allemands, eux, ont toujours utilisé la croix noire sous plusieurs esthétiques, on va dire. Donc, du côté allemand, il y avait des avions semblables à celui-là, à ce Fokker triplan, qui vont permettre à des personnages qui sont des gens d'une aura et d'un charisme tel qu'ils sont devenus, d'ailleurs, ils ont été littéralement adoptés par l'ensemble de la communauté aéronautique mondiale. Ça ressemble au livret d'un opéra wagnérien. Lothar von Richthofen était également un pilote de chasse de réputation mondiale. En phase 2, chez les Français, bien, il y avait des gens comme Georges Gilmer. D'ailleurs, un excellent bouquin sur Gilmer qui a été fait récemment par Philippe Mitchelet. Georges Gilmer, qui était un jeune homme de bonne famille, mais tellement chétif vis-à-vis de la Grande-Bretagne, vis-à-vis des Anglais. Les Français étaient venus à leur aide et c'est grâce au marquis de Lafayette que l'Amérique est devenue une nation indépendante. Enfin, le marquis de Lafayette et ses troupes. Et les quelques milliers de soldats français qui étaient venus, mon Dieu que c'est joli ça. Waouh, classe.
quelques milliers donc, de soldats français qui étaient venus aider les Américains. En souvenir de Lafayette, cette escadrille franco-américaine, c'était dire qu'ils furent les vignons ultimes. Et là, dans le ciel au-dessus de nous, celui qui est en train de voler, probablement, l'expression la plus pure et la plus parfaite de ce qu'on a pu faire avec la Formule 1. La machine est allemande, ça s'appelle un Bucher Jungmann, Bucher, Karl Clemens Bucher était un inspecteur d'avions allemand, spécialisé dans les avions relativement légers et les avions écoles en particulier. Et il s'était associé avec un ingénieur suédois, M. Blackson, qui avait dessiné cette petite machine d'une élégance absolue. Elle avait les mêmes efforts, mais néanmoins, ça doit supporter des efforts énormes pendant les évolutions acrobatiques. En plus, les Bucher c'était des avions de petite dimension, mais leur structure était raffinée, si vous remarquiez, à travers l'ensemble de l'architecture de l'avion. Et pour vous donner une idée, une aile, il y en a 4 là, et bien le poids d'une aile sur un Bucher comme celui-là n'est que d'une vingtaine de kilos. Ça pèse 20 kilos, mais ça pourrait supporter le pont de Tancarville ou autre. C'est dire qu'avec des structures en bois et avec du savoir-faire et du savoir calculer, on était déjà capable de donner aux machines volantes cette caractéristique fondamentale de Salis, le plus jeune de la dynastie, on va parler de dynastie. Et cet avion était l'avion de chasse, c'était littéralement le Rafale de 1917-1918. Était donc le chasseur le plus fabuleux engagé du côté allié. C'était un avion qui, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, des spécialistes du tissage des toiles, ils ont réussi à négocier la refabrication de toiles absolument semblables aux toiles de l'époque. Les vernis utilisés pour enduire ces toiles, les enduits de tension, les vernis colorés, sont absolument semblables. Ils ont demandé à des entreprises de peinture modernes de leur refaire selon les besoins. Et après une carrière sur principalement Mirage, à Colmar, il est resté en Alsace et il a créé cette patrouille avec de ses anciens collègues au départ. Les équipiers ont changé. Aujourd'hui, à droite, la direction extrême, elle est sur les winglets. C'est parti pour un éclatement face à vous. À droite, Nico, à gauche, Funès, au milieu Réal qui vise un point sur la piste. Et c'est le numéro 3 qui l'évite, qui va passer derrière lui et plus dans le public. Et à partir de là, la suite du travail, on est à 250 km/h et on tire. Éclatement en volute. Et à nouveau navette spatiale alsacienne. Un peu de jaune, un peu de rouge et un grand merci au public de la Ferté-Alais. Et merci encore pour vos applaudissements et j'espère à bientôt. Mille merci messieurs. Les années 1930 est en train de monter comportant un planeur comportement étrange. On vient de dire que c'est pas le pilote. Le pilote il est au bar et c'est un autre gars qui est monté dedans. Non, enfin je pense qu'il sait quand même piloter, il est toujours en bord derrière. Bon, le pilote est au bar et les professionnels, mettons des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des avocats, des gens qui avaient besoin de se trimballer de ville à ville. Et vous savez que l'Amérique c'est grand, c'est un continent. Et donc l'idée était d'avoir des avions qui, volant à 200-210 km/h,
Permettez à un professionnel, par exemple, de travailler le matin dans une ville du Kansas et dans l'après-midi, à l'heure du déjeuner, il partait avec ses sandwichs et sa bouteille thermos. Il volait une heure, il faisait 200 km et ça lui permettait d'aller travailler l'après-midi dans une autre ville voisine de 200 km. Dans une heure avec quelqu'un dedans. Ce quelqu'un ne semble pas être celui qui était destiné à être dedans pour faire le vol. Il doit savoir piloter, mais pour l'instant, il n'arrive pas à larguer le câble, semble-t-il. Alors il dit qu'il veut sauter, qu'il veut descendre en marche. C'est idiot. Parce que de toute façon, le gars de l'avion devant, lui, va se retrouver à l'entour du parachute. Ah, ces histoires de planeur. C'est les Anglais, en fait, qui ont monté ce numéro. Il faut être anglais pour faire des trucs pareils, pour avoir ce genre d'idée. Autrement dit, comment combiner un parachutiste pour... Yeah. Le parachute sur la tête. Et regardez là-bas à gauche, la prise de terrain du planeur, très acrobatique elle-même, avec un virage d'alignement très bas, avec la sortie des airs de frein. Et c'est aussi fort que les fusées d'Elon Musk de SpaceX. Le steerman revient en traînant son câble, il va le larguer autour du spatial pratique. Voilà, on Geoffrey de Havilland. En fait, Sir Geoffrey de Havilland. Si vous connaissez un peu, si vous avez le goût pour les beaux objets, c'est un passionné d'entomologie. Et donc, il collectionnait les insectes, il a écrit des bouquins sur les insectes. Il a écrit de véritables bibles en la matière, il dessinait des insectes. Et donc, voici deux des chefs-d'œuvre de Geoffrey de Havilland. Et derrière, des hélices. À eux deux, 6 moteurs. Ce que j'adore avec le Ju 52, c'est qu'on met la puissance, ça fait du bruit, ça ne prend pas de vitesse, mais tout de suite, il y a la roulette côté qui décolle. Regardez, la roulette côté est en l'air et économie de la puissance. Si vous voulez savoir comment ça se pilote, eh ben vous inscrivez dans une salle de muscu. Et la sensualité du pilotage des Ju 52. Ceci posé, une fois que le bestiau vole, ça devient de l'art. C'est un peu, et c'est aussitôt octroyé le titre de Führer, le guide suprême. Et donc, d'un seul coup, les constructeurs d'avions allemands, mais pas seulement d'avions, toute l'industrie allemande s'est retrouvée avec un objectif, construire pour la suprématie allemande, et en particulier militaire. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher. C'est assez terminé comme ça, cette affaire. Mais donc,
dans les grands raisonnements, l'Allemagne a recommencé à voler de manière civile. Gelag est devenu Lufthansa et en 1933-34, vous pouviez partir de Berlin, le fabuleux aérodrome de Tempelhof avec une architecture à tomber par terre, à bord d'un avion comme celui-là, avec 14 autres passagers, et vous pouviez aller par exemple jusqu'à Shanghai. Ça prenait une semaine de faire Berlin-Shanghai, on volait 2 jours. Pour les passagers, on peut même dire qu'on vomissait 2 jours, parce que comme on volait bas, que ça allait pas bien vite et que c'était très sensible à la turbulence, c'était pas aussi confortable qu'aujourd'hui. C'était destiné à la formation, évidemment, des pilotes militaires. À l'atterrissage, les Ju-52, ça se contemple. On réduit les 3 moteurs, les volets sont baissés, et on laisse les roues qui sont énormes, n'est-ce pas, venir au contact. Et on laisse rouler l'avion, il se freine de lui-même, il a une telle surface aérodynamiquement que le ralentir, parfois c'est une affaire de patience. Tout dans cet avion évoque la patience. Il fallait être patient. Dans le ciel, les grandes légendes, Spitfire, Mustang. Donc un avion allemand d'architecture avec l'aide d'un génie de l'aérodynamique qui était hongrois. Cet avion a été construit industriellement chez North American. L'ingénieur qui a supervisé la construction a su finalement un moteur britannique et c'est devenu le plus américain de tous les avions américains. Avion fabuleux, le Mustang. Celui-ci appartient à la collection de Christian Amara. Il siffle en merveille. Il a le son du moteur Rolls-Royce en version. Vous avancez un peu la manette de gaz, que vous tirez le nez gentiment vers les nuages et que vous le laissez grimper. Vous vous rappelez du film de Spielberg, L'Empire du Soleil? Avec le gamin, qu'est-ce qu'il disait le gamin? Et derrière, le P-51, le Mustang, la Cadillac du ciel. Ça a l'air de rien, mais rappelez-vous quand même que si aujourd'hui on a le privilège d'aller voter de temps en temps, quels que soient les remuques et les bulles et les histoires de nos avatars politiques, rappelez-vous qu'il y a eu ces gens-là, c'était... Voici Aude et Popov. À toutes seigneurs et tout honneur, donc Aude le Mordant, rarement d'ailleurs une fille a porté un nom aussi adapté, pilote de chasse. Donc maintenant ils vont se séparer. Sur des avions d'origine allemande, des extras, qui on n'appelle pas des extras parce qu'ils sont extras, on pourrait d'ailleurs, mais simplement parce que leur concepteur et leur architecte est un ingénieur allemand qui s'appelle Walter X, son positionnement dans l'espace, et évidemment pilote de la manière la plus rigoureuse possible, de manière à effectuer des figures qui doivent évidemment plaire à un jury, un peu comme en patinage artistique. Il faut être à la fois académique, précis, rythmé, et il faut piloter avec une autorité absolue, mais dans des vitesses de rotation qui sont parfois tellement énormes, en roulis en particulier, en tonneau, que finalement on finit par piloter, les yeux ne suffisent plus, les yeux ne voient pas assez vite, ne savent pas anticiper assez vite pour qu'on se positionne en temps réel. Donc on finit par piloter
au feeling d'une certaine façon, au tempo, au rythme. Et il faut avoir un physique en plus qui soit, c'est un physique de grand sportif parce que à l'intérieur de l'avion, il y a des moments où ce qu'on ressent ressemblera plutôt, on va dire, à ce que vous pourriez ressentir si en vous mettant, en vous enfermant vous-même dans le tambour à essorage de votre machine à laver et en mettant sur essorage forcé, c'est un peu ce qu'on peut ressentir dans un avion comme ça. On a des accélérations qui sont phénoménales. Avec l'équipe de France qui rejoindra d'ailleurs le dès demain pour une semaine d'entraînement. Tournoyer en l'air devant vous. Livré de son avion. Et Popov au roulage retour vous salue avec un peu de fumigène blanc. Voilà ce qui se passe d'un seul coup au-dessus de nos yeux. Qui sont pas là. Ils sont à la mer, ils sont au large, ils ne sont pas présents dans la rade et heureusement parce que s'ils avaient été là, peut-être que le cours complet de la Deuxième Guerre mondiale aurait été changé. Les navires qui ne sont pas dans la rade sont des porte-avions. Qui s'appelle Haleiwa. Quelques-uns commencent à attaquer des avions japonais et les chasseurs japonais, bien évidemment, ne les laissent pas faire. Ils sont là pour protéger leurs bombardiers et leurs torpilleurs. À s'engager entre les chasseurs américains frappés de l'étoile blanche et les chasseurs japonais frappés des disques rouges qu'on appelle les Hinomaru, frappés des disques rouges de la marine impériale. C'est-à-dire un hydravion destiné à traquer à travers les sols de la destruction d'un sous-marin allemand pendant la dernière guerre dans le nord de l'Atlantique. Donc c'est un véritable avion de guerre, c'est un avion qui, s'il pouvait parler et raconter lui-même, nous dirait des choses fascinantes, et d'un autre côté, c'est un avion qui a quand même eu la chance de survivre. Il a survécu à un certain nombre de mésaventures.
au passage où on accélère en remontant les ballonnets de Boudaille. Vous voyez qu'ils viennent se noyer avec le bout de la voilure. De la TAI, les transports aériens intercontinentaux, elle-même filiale des messageries maritimes, avait des Catalina avec une décoration blanche à rayures vertes comme celui-là, qui appartenait au RAI, au RIS de ce point de vue-là. Voici l'Electra maintenant. Vous voyez que c'est un peu la même configuration, sauf que l'Electra est plus fin, plus effilé, plus féminin sans doute. Celui-là porte donc les couleurs, on lui a mis les couleurs, qui a donc joué le rôle du mari d'Amelia Earhart dans ce film. Et donc on va maintenant accompagner ces deux avions qui font partie de la grande tradition esthétique de l'aviation américaine. Eh bien on va profiter. Grosso modo par 4, et puis on a transformé l'humanité au sens le plus large d'espèces marchantes en espèces volantes d'un seul coup. On a pu commencer à aller au bout du monde, et ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu un 747 présenté en vol dans le cadre d'un meeting. Celui-ci appartient donc à Corsair. Il y a quelques semaines, Air France a libéré, on va dire, ces derniers 747. Mais il reste quelques 747 à porter l'immatriculation française, Foxtrot, donc celui-là. 1970, depuis les premières livraisons à l'époque à la Paname. Sa Majesté. À l'époque, pour définir la taille du fuselage, les Américains avaient procédé de manière très pragmatique. Cabine de 9 de front, 9 passagers. Couleur française, pendant la dernière guerre, l'armée de l'air française, la marine, a 3 Rafales, 2 dans les ailes. Et puis derrière, un trio d'avions historiques, un Morane Paris, qui a été un avion de liaison dans la marine nationale. Et puis un Fouga Zéphyr qui a été avion école dans la marine nationale, et j'avais eu le plaisir même de travailler quelques appontages sur la piste d'entraînement de guerre à bord d'un Zéphyr. Et puis derrière le Breguet Alizé qui a été un avion de combat maritime, longtemps utilisé au départ des porte-avions. Voici, mesdames et messieurs, avec les compliments des marins qui volent de l'aéronautique navale, voici une patrouille absolument sublime.
cette caractéristique propre aux avions de chez Breguet autrefois. Les Breguet ont toujours été des avions avec des ailes magnifiques, avec de grandes ailes effilées, des ailes qui correspondent pas seulement au océanique. Regardez-le, magnifique Atlantique, sont ouvertes. C'est aussi un avion dans lequel, quand on est au cockpit, c'est un avion qui est assez impressionnant c'est un balcon sur l'océan. Il y a des vitrages dans ce cockpit, l'évolution informatique, l'intérieur de l'avion, tout ce qu'il utilise comme moyen de détection, moyen de surveillance, tout ça a bien entendu évolué considérablement. Et si l'avion peut paraître un peu daté, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Superbe image. L'Atlantique vient de passer 2 fois et maintenant par la droite, les Rafales pour un show of force. Si un jour, par malheur, vous vous décidiez à prendre une attitude à air sur la Dour, et air sur la Dour, vous verrez sur un pylône un avion comme celui-là. Le Fouga Zephyr est un avion qui vient lui aussi du sud-ouest et c'est plutôt un avion du genre confit-cassoulet. Lui aussi équipé de turboréacteurs qui viennent maintenant par la droite. Les 4 Rafales au break. Les pilotes des Rafales, eux aussi, évidemment, sont connus par leur nom de guerre, on va dire, celui qu'on peut avoir éventuellement bien sur le casque. On a le droit d'avoir bien sur le casque. 733 d'atterrissage, et voici une première paire de Rafales qui arrive. Ils arrivent trimbolés cross-sortie, volée. Il n'y a pas de volet sur Rafale, c'est un Delta Canard, donc il n'y a pas de volet, mais ça ne fait rien, on va garder l'expression. Il y en a 2 à grande vitesse au-dessus et 2 à basse vitesse en dessous. Basse vitesse. D'atterrissage des Rafales marines, c'est des trains, c'est des bouts de métal qui sont faits pour encaisser. C'est la grande différence, avec aussi une différence, c'est un train sauteur, c'est un train qui se développe en bout de pont et qui permet de donner à l'avion la bonne incidence de façon à ce qu'il ait une ça va partir au break maintenant. Le Rafale est un engin doté de commande de vol électrique, évidemment, et donc capable aérodynamique, c'est-à-dire sa voilure et ses commandes et sa motorisation, avec en plus les commandes de vol électrique, c'est un avion qui est capable d'un écart de vitesse, tout en restant absolument sous contrôle, absolument extraordinaire. Passage lent, configuration d'atterrissage avec
c'est quelque chose, c'est une appréciation humaine et visuelle de la situation. Alors effectivement, c'est aussi tout l'intérêt du métier, c'est que tous les jours c'est différent, toutes les passe-feux sont différentes et on est obligé de s'adapter à l'aérologie et au terrain effectivement. Donc c'est tout au feeling, on a besoin de créer des liens entre les gens, on a besoin de, au retour du feu, faire ce qu'on appelle un débriefing. Alors il y a le débriefing officiel et l'officieux, on dit toutes les choses qu'on a à dire et on profite pour mieux connaître les gens. Donc là, une partie de nos missions, c'est d'être capable de projeter, d'amener, de récupérer des équipes spécialistes, des grains qui sont spécialisés dans le milieu, des plongeurs, des pompiers, des CRS. Mon ami qui est lui sur hélicoptère. Donc là, actuellement, le C-145 vient de marquer la zone de manière à ce que le tracker soit sûr que la zone est propre, sécurisée, et lui marque le début de la zone de largage. Le premier largage a été effectué. En chair et en os. Il y en a un en bleu foncé, il pilote des avions, l'autre en orange, il pilote des hélicoptères. Mais s'il vous plaît, vous les applaudissez maintenant. Messieurs, merci. Donc, il est beau le Transal en approche tactique. C'est un avion qui est entré quasiment dans le vocabulaire quotidien de tous les jours. C'est un avion extraordinaire. D'abord, c'est un avion qui a presque une importance philosophique. Plus notre flotte de Transal est arrivée au bout. Ben, on est en 2016, 1991, c'était déjà il y a un certain temps. Et ben, ils sont toujours là et ils marchent toujours bien. Bien sûr, on commence à voir le bout de la carrière du Transal, mais ça reste quand même un peu le fer de lance du transport aérien militaire français. Regardez ça. Avec un gros fuselage, c'est une véritable caverne. Et regardez comment ça bouge. Ce n'est pas un avion, mais un gros hélicoptère, et qui est un peu l'équivalent d'un Transal. Bon, il n'a pas 50 ans, il a 40 ans. Il s'appelle le Sea King, le roi de la mer, le roi des mers, le roi des océans. C'est un hélico fait chez Sikorsky. De faire les choses et de voir les choses. La guerre du Vietnam a cassé tout à l'heure, et pour les mêmes raisons, avec une bulle emprisonnant l'équipage, mais une bulle qui déborde sur les côtés, de manière à ce que l'équipage puisse se pencher latéralement et voir au sol ce qu'il peut y avoir d'intéressant à y voir, c'est-à-dire l'adversaire. L'arrière du tube qui constitue le fuselage se termine par une pointe amovible que l'on peut enlever, et à ce moment-là, on peut se servir du fuselage comme d'une espèce de rampe de parachutage. On fait glisser vers l'arrière des colis qu'on veut parachuter et laisser tomber par terre. En même temps, l'avion est d'une vivacité assez effarante. On peut le secouer en tous sens, une piste routière non préparée, avec des ornières, des trous, avec la suspension. Un avion qui sait se poser et décoller très très court. Pour faire le même boulot, on avait trouvé un certain nombre d'avions un peu dépassés dans cette mission, et néanmoins très utilisables comme celui-ci, le T-28, qui était un biplace école.
Thank you.